En principe, il ne devrait plus exister de société au Bénin qui ne délivre de factures normalisées sur la base d'une machine spécialement conçue et retenue pour la cause. Quelle est la finalité de cette réforme? À qui s'adresse cette réforme? Quel est l'intérêt pour le gouvernement de dérouler cette réforme et quel en est le bénéfice pour le consommateur final? Et justement, pour répondre à toutes ces questions, nous avons sur ce plateau celui qu'on peut considérer comme le premier concerné donc, par cette initiative dans la mise en route. Il est le directeur général des impôts, M. Yanoussi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci. Voilà. Alors, on peut dire que vous êtes la cheville ouvrière donc, de cette réforme. On va revenir à vous tout à l'heure pour en parler. Et celui qui représente sur ce plateau, mesdames, messieurs, les consommateurs, vous et moi, nos consommateurs, c'est monsieur Ernest Gbagidi. Il est président de l'ONG Bénin Santé. Voilà. Monsieur Gbagidi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, première question. Dites-nous, monsieur Nicolas Yanoussi, cette réforme, sur quelle base elle a été entreprise? Merci, monsieur. Je voudrais dire d'abord bonjour à tous vos téléspectateurs et vous remercier également pour nous avoir invités à éclairer l'opinion publique sur les tenants et les aboutissants de cette réforme. La réforme des factures normalisées, je voudrais dire que c'est assez simple. Il s'agit des factures ordinaires que nous avons, mais auxquelles nous ajoutons une spécification technique qui est une norme et qui fait de cette facture ordinaire une facture spécifique, une facture qui est donc normalisée. Simplement, ça veut dire concrètement que lorsque l'entreprise est appelée à faire une transaction, la transaction doit pouvoir être matérialisée par une facture normalisée qui a la caractéristique technique d'informer en même temps l'administration fiscale de l'existence de cette transaction. Cela veut dire que au moment où l'entreprise délivre la facture, en temps réel, l'administration fiscale a l'information dans sa base de données. Et cette facture peut s'opposer donc à elle et à tout le monde. L'entreprise, c'est tout type d'entreprise? C'est tout type d'entreprise. Toutes les entreprises installées au Bénin sont tenues en vertu de la loi de délivrer une facture normalisée à l'occasion des transactions. Cependant, à la date d'aujourd'hui, toutes les entreprises ne sont pas encore enrôlées dans la réforme, tout simplement parce que nous allons progressivement, nous avons défini une feuille de route que nous suivons. À la date d'aujourd'hui, les grandes entreprises sont enrôlées dans la réforme, les moyennes entreprises et une partie des micro et petites entreprises. Une partie? Une partie. Pourquoi une partie? Oui, une partie parce qu'au niveau des très petites entreprises et des micro-entreprises également, on n'a pas des entreprises de la même capacité de la même taille, où toutes les entreprises n'ont pas les mêmes réalités. On pourra dire par exemple qu'actuellement, nous avons choisi au niveau des petites entreprises les professions libérales. C'est simplement parce que cette catégorie de contribuables regroupe les intellectuels, des personnes qui ont un certain niveau d'instruction, les élites de notre pays, et sont capables de remplir ces obligations assez facilement. Alors, monsieur Yanoussi, je suis consommateur béninois. Je vais dans un petit restaurant à côté, une petite gargote, j'ai bien envie de dire. J'achète mon riz avec du asigo cuit pour 500 francs et puis on me donne une facture normalisée. Pourquoi facture normalisée dans cette petite entreprise? Merci. Je voudrais nuancer que de façon classique, l'administration ne s'intéresse pas pour autant aux activités de subsistance ou de survie. Donc la dame qui vend des beignets au bord de la voie
n'est pas concerné en réalité. Cependant, les personnes physiques qui n'ont même pas une entreprise peuvent être amenées à délivrer des factures. Le tout dépend du volume des affaires, de l'importance de l'activité qui est exercée. D'accord. Celui qui fait des beignets au bord de la voie, pour l'instant, on ne va pas pouvoir les prendre en compte. On a sorti à ce sujet une circulaire qui fait un peu la part des choses, et je pourrais vous dire qu'il y a également beaucoup d'autres activités de cette nature-là qui, pour le moment, sont hors du champ de la réforme. Je crois que s'il a posé la question, c'est parce qu'on a eu, il y a quelques semaines, sur les réseaux sociaux, la facture d'un restaurant qui a fait le buzz. Restaurants qui ont fait le buzz. On consomme, on mange parce que peut-être c'est un resto qui n'est pas votre gargote. Moi, consommatrice, je paie la taxe. Oui, évidemment. Ces restaurants également doivent faire payer la taxe à moi, individu qui vient consommer. Je profite pour clarifier un peu ce qui se passe. Depuis toujours, les restaurants sont assujettis aux différents impôts. Et il y a des impôts, notamment la TVA, qui est due au regard du volume des affaires de l'entreprise. Dans tous les États membres de l'UEMOA, il est institué ce que nous appelons un seuil d'assujettissement à la TVA. C'est-à-dire le montant du chiffre d'affaires à partir duquel l'entreprise doit pouvoir être autorisée à collecter la TVA pour le compte de l'État. Les seuils varient d'un État à un autre dans la communauté. Le Bénin, comme beaucoup d'autres pays, a retenu le seuil de 50 millions de francs CFA par an. Donc, lorsque vous faites un chiffre d'affaires annuel qui atteint 50 millions, forcément, vous êtes redevable de la TVA. Et le restaurant dont vous parlez, peut-être, a déjà ce niveau de chiffre d'affaires. Et hier, en l'absence de facture normalisée, il collectait bien la TVA, mais cela n'était pas visible. Les clients ne savaient pas, par exemple. Exactement. Donc, les consommateurs ne le savaient pas. Pourtant, lorsque vous finissez de manger et qu'on vous dépose la note, vous payez 7 000, 5 000, 10 000 francs, c'est la TVA en dedans. C'est y compris la TVA. D'accord. Soit que l'entreprise collecte cette taxe et ne la reverse pas, donc là, au détriment du contribuable, du consommateur et de l'État. Soit qu'elle se refuse de facturer la TVA et se met en infraction avec la loi, ce qui crée des manques à gagner à l'État. Avec la réforme aujourd'hui, on rétablit l'équité et la justice. D'accord. Parlant d'équité et de justice, on va revenir vers vous tout à l'heure. Mais avant, Monsieur Ernest Gbagidi, je rappelle que vous représentez les consommateurs sur ce plateau. Comment avez-vous accueilli cette réforme-là? Merci, messieurs les journalistes. Non, je crois que nous, on ne l'appelle même pas réforme. Nous l'appelons une mise en conformité. Nous l'appelons la mise à l'endroit des choses. Et nous disons simplement, c'est le retour des biens des consommateurs au lieu normal. Si vous suivez bien le développement du directeur général des impôts, il a dit très rapidement, c'est des taxes régulièrement payées par les citoyens au regard de la loi. Vous êtes citoyen béninois, vous êtes assujetti à des taxes que vous payez consciemment ou inconsciemment. Inconsciemment parce qu'on vous les prélève dans les conditions que nous venons de décrire. Sans vous en informer. Sans vous en informer. Ou on vous les collecte, on ne reverse pas. Et la boîte de lait que j'aurais pu acheter peut-être à 1000 francs, on me la vend à 1180 parce qu'il y a peut-être 18% de TVA là-dessus. D'accord? Et ces 180 qui auraient pu être retournés à l'État sont encore retenus. En plus de la marge bénéficiaire que le vendeur avait déjà sur moi. Donc, c'est le consommateur qui est
qui est perdant. Donc vous trouvez qu'avec cette réforme, le consommateur n'est pas lésé? Non, non, le consommateur n'est pas du tout lésé. Le consommateur doit pouvoir même accompagner cette réforme. Je le dis en ce sens que même au niveau même de la facture, vous savez, le seul document qui est opposable à une entreprise en cas de litige, c'est la facture. Et vous savez avec nous que la question d'authenticité des factures se pose par moment. On peut bel et bien vous délivrer des factures qui ne seront pas traçables dans les documents de l'entreprise. Parce que cette facture-là, qui est sortie du circuit normal, qui vous a été délivrée, et à travers un article que vous contestez, on revient maintenant pour rétablir l'ordre, pour faire un audit, on se rend compte que cet article n'est jamais sorti du magasin, parce qu'il n'est pas tracé. Et le cas d'espèce, il n'y a pas de raison que cette facture-là ne soit traçable. Donc, c'est des factures authentiques. C'est vrai que il y a certaines entreprises qui ne collectaient pas probablement ces taxes et qui faisaient de la concurrence déloyale aux autres. Et dès qu'on a annoncé désormais la mise en place de cette facture normalisée, qui les oblige désormais à collecter les taxes, on a noté une augmentation du prix des articles. Justement, c'est justement là où j'allais vous interpeller. Quand vous dites que le consommateur doit pouvoir accompagner cette réforme et que lui, le consommateur qui achetait la boîte de lait, la boîte de sucre à 400 francs, se retrouve à l'acheter à 800 francs ou à 700 francs, on lui explique que c'est les taxes qui se sont ajoutées. Vous pensez que c'est de bon cœur qui va accepter donc payer à ce prix-là ce produit de première nécessité? Les interpellations sur les réseaux sociaux. Comprenez-moi bien. Pendant que lui l'achetait à 400, le lait se vendait à 800 à côté. Bon, on dit de n'importe quoi, hein, c'est pas la marge en termes de taxes. D'accord. Ça veut dire que celui qui vendait à 800 probablement vendait avec la TVA. Mais nous sommes des consommateurs. Je vais toujours aller vers le bon marché. Voilà. Et là, je ne me suis pas rendu compte que celui-là est en train de tricher, peut-être, avec c'est-à-dire il me paye du paiement de cette taxe. Et la conséquence, c'est que quand on lui a dit aujourd'hui, tout le monde doit le faire, il revoit, parce qu'il ne va pas accepter de payer la taxe à ma place. Nous aurions pu dire au consommateur, non, vous ne bougez pas, vous avez vendu toujours à 400 francs, vous maintenez vos prix. Mais pourquoi nous n'avons pas eu cette réaction de votre part? Non, évidemment, lorsque vous allez acheter à 400, vous n'avez pas dit que vous achetez à 400. Si moi j'achète régulièrement. Mais vous savez que quand même ça se passe ça. Non, mais quand vous dites ça, c'est que vous n'êtes donc pas informé de ce que vivent vos adhérents. Non, je dis bien, il y a la question d'information, il y a la question d'information. Ne perdez pas de vue que nous sommes dans un pays où l'informel a pris du pas sur le formel. Combien de gens vont régulièrement dans ces surfaces-là où on paie? Parce que vous avez parlé de abobo. Vous allez en Europe, vous n'allez pas trouver des coins où on va vous vendre abobo dans ces conditions-là, sans facture. Tous les restaurants. Nous ne pouvons pas comparer. Non, c'est vous dire que. Non, c'est pas une comparaison que je veux faire. Je dis ce qui fait que nous avons de la peine, même au niveau des consommateurs, à contrôler les prix sur le marché. C'est la question de l'informel. Les sources d'approvisionnement qui varient d'un vendeur à l'autre. D'accord. Il y a maintenant le statut de ce vendeur-là qui n'est pas constitué en établissement ou bien en entreprise, qui est dans l'informel et qui n'a rien à voir avec la TVA, qui me vend à bon marché. Et je dis, moi en tant que consommateur, je suis tenté d'aller vers celui-là, effectivement pour acheter à bon prix. Maintenant, la conséquence de manière globale, et ce n'est pas que nous défendons l'État, parce qu'il y a des choses qui se passent. J'entends par exemple des publicités de vendeurs de parcelles qui disent la parcelle est désormais à 3 millions parce qu'il y a un hôpital, il y a une école. D'accord. Oui. C'est moi qui ai payé les taxes pour permettre à l'État de construire l'école. Mais lui, il utilise ça contre moi. Qu'est-ce qu'il a pu mettre en place pour me dire que je vais acheter désormais la parcelle à 3 millions? Vous voyez un peu ce que je dis. Alors, il y a lieu de rétablir les choses et que celui qui paye les taxes puisse être désormais exigeant vis-à-vis de l'État en termes de réalisation d'infrastructures et que celui qui collecte et qui ne reverse pas puisse les reverser. Moi, c'est le fait de collecter et de ne pas reverser que moi je qualifie de méchant, simplement parce que on me vend le produit déjà à un coût que je ne supporte pas facilement.
je fais l'effort de payer la taxe que l'État m'impose, mais on ne reverse pas encore. D'accord. On va tout à l'heure demander au directeur comment il fait pour récupérer tous ces fonds-là qui certainement ne vont pas dans la caisse de l'État. Oui, monsieur Yanoussi, justement, vous faites appel aux clients dans une autre circulaire en date du 15 décembre, si mes souvenirs sont bons. Vous demandez aux consommateurs, aux clients, d'exiger, c'est le mot qui est sur votre lettre circulaire, les factures normalisées. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment de vouloir opposer les entreprises aux clients? Merci, non. Aucunement, on n'a pas l'intention d'opposer les entreprises aux clients. Nous souhaitons simplement que les entreprises se conforment à la loi. Pourquoi? On l'a dit tout à l'heure, on l'a développé suffisamment. Je voudrais partir de l'exemple également des salariés. Nous enregistrons à la direction des impôts, et c'est généralement lorsque ça ne va plus entre l'employeur et l'employé, que des employés viennent vers nous pour nous dire « J'ai travaillé pour cette entreprise pendant 5 ans, 10 ans. Elle a collecté les impôts IPTS, sur les salaires, oui. Ce que nous appelons IPTS ou IRPP. Sur mon salaire, j'ai toujours pris le net et ça n'a jamais été reversé, y compris la cotisation sociale. Comme M. Baguidi le disait tout à l'heure, mais c'est un crime. C'est un crime économique, c'est de l'escroquerie. Et les juridictions peuvent même requalifier ce comportement parce que vous collectez non seulement la taxe, mais également la cotisation de sécurité sociale qui doit assurer la retraite à cet employé que vous ne reversez pas. C'est pareil en matière d'autres taxes indirectes et c'est ce que nous observons. Et donc, nous demandons simplement aux entreprises de se conformer à la réglementation et en matière de preuves. Nous aimons bien citer les cas français ou les cas des pays développés où vous achetez un bien, vous avez un temps de rétractation, vous rentrez chez vous, vous constatez que le bien ne vous sied plus ou qu'il y a un défaut et vous avez un délai pour retourner dans le magasin pour procéder à un changement ou au remplacement du bien. Mais comment pourrez-vous le faire si vous n'avez pas une facture? Donc, ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions cultiver la réclamation. Une facture normalisée. Une facture d'abord tout court. Et aujourd'hui, c'est la facture normalisée. Et demain, ce qui va se passer dans notre pays, devant les juridictions ou bien n'importe quelle instance, le seul document qui permettra à un consommateur ou à un citoyen de justifier d'une transaction ou de l'acquisition ou de la propriété d'un bien, ça va commencer par la facture normalisée parce que c'est elle seule qui est traçable. Et on peut remonter et retrouver l'origine de la transaction avec la facture normalisée. D'accord. Monsieur Yanoussi, vous avez mis les pieds dans le plat, on va y rester. Les entreprises publiques sont-elles assujetties à ces factures normalisées? Mais bien sûr. Les stations-service délivrent-elles ces factures normalisées? Bien sûr, bien sûr. J'ai dit tantôt que la loi impose la délivrance de la facture normalisée à toutes les entreprises. Cependant, dans la mise en œuvre, nous allons de façon progressive. Nous avons publié au début de la réforme une note circulaire pour isoler certaines catégories d'entreprises en attendant d'y revenir. Il s'agit par exemple des grands facturiers. J'appelle grands facturiers par exemple une société d'État comme la SBE, comme la SONEB. On les a isolés en attendant de trouver le moyen le mieux adapté pour qu'elles délivrent les factures normalisées. Mais en attendant, c'est le consommateur final qui crie justement au scandale parce que les prix, par exemple, de ces deux sociétés d'État dont vous venez de parler flambent a priori. Non, pendant que vous demandez qu'elles prennent le temps pour que vous puissiez rentrer dans ces réformes avec elles, le consommateur, lui, il va souffrir pour combien de temps? Non, je vous explique. Lorsque nous prenons principalement le cas de la SBE,
contrairement à ce qu'on a observé auprès de petites entreprises dont parlait M. Gbagidi tout à l'heure, les prix de la SBE ou de la SONEB ne vont pas bouger, tout simplement parce que c'est des entreprises qui sont déjà habituées à délivrer des factures. On peut même déjà dire que les factures de la SBE ou de la SONEB sont des factures normalisées parce qu'il n'y a pas de pareilles factures dans la circulation. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les gens sont capables de monter des factures du genre. Mais la facture de la SBE est par exemple traçable. On peut remonter à l'origine, à la SBE, pour retrouver cette facture. Mais nous avons, en dehors du fait de délivrer des factures normalisées aux consommateurs, nous avons d'autres besoins, à savoir des besoins d'information ou de recoupement d'informations. C'est pour ça que nous allons les mettre dans la réforme. Mais ce n'est pas une priorité. Pour la SBE, ce n'est pas une priorité, ça va venir, ce n'est pas une priorité parce qu'on peut remonter à cette facture. Par contre, lorsque nous allons vers d'autres entreprises du pays, on est bien obligé d'exiger les factures normalisées. Nous avons, au niveau des exceptions, sorti certaines structures, par exemple, lorsqu'on est dans un restaurant et que vous allez acheter des légumes, vous allez acheter de la viande, du poulet, tout ça. Pour l'instant, nous avons isolé les paysans ou les agriculteurs qui vendent au pied du champ leurs produits. Donc, pour ne pas... parce que ceux-là même sont en temps normal concernés. En principe, c'est tout le monde. Donc, on va y arriver, mais c'est de façon progressive. Et l'objectif, c'est d'élargir l'assiette fiscale, c'est de stabiliser l'assiette. Élargir l'assiette fiscale signifie que aujourd'hui, nous sommes une minorité de Béninois à payer les impôts. Il faut que tout le monde puisse payer les impôts. Quand tout le monde va payer les impôts, on va ainsi élargir l'assiette et en conséquence avoir la possibilité de baisser les taux des impôts. Monsieur Yanoussi, justement, ces factures normalisées sont dérivées par des machines. Ces machines sont achetées par les entreprises. Pourquoi, vous qui avez initié cette réforme, vous ne subventionnez pas l'achat de ces... concevez pas. L'achat de ces machines. Ne vendez pas. Merci beaucoup. Deux clarifications à ce niveau. Premièrement, la machine est un moyen de délivrer les factures normalisées. Pour certaines catégories d'entreprises, on va les autoriser déjà à partir du mois de décembre à délivrer les factures à partir d'un système dématérialisé. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train d'étendre la réforme vers les professions libérales. Et quand je prends le secteur de la santé, on a des cabinets qui sont bien installés, on a des cliniques qui délivrent déjà des factures qui rentrent dans la réforme. Mais nous avons des médecins vacataires qui n'ont pas une entreprise de soins, qui n'ont pas de cabinet, mais qui font de la vacation, qui passent de cabinet en cabinet, qui prennent les gardes. On ne leur demandera pas d'acheter une machine et de mettre dans leur sac à dos pour aller dans plusieurs centres. Donc, on leur donnera la possibilité à partir de décembre de se connecter à une plateforme pour délivrer, faire leurs factures, obtenir la signature électronique ou le QR code dans le système des impôts et enregistrer leurs factures pour pouvoir l'imprimer. Ma question demeure, pourquoi ne pas avoir subventionné ces machines pour les entreprises? Voilà, et pour ce qui est des subventions, la loi est claire que lorsque les entreprises achètent ces machines, l'État a mis en place un système de remboursement des frais d'acquisition de ces machines. Donc c'est clair, c'est subventionné. Mais l'entreprise doit pouvoir avancer d'abord les ressources, acquérir la machine et l'utiliser pendant au moins une année avant de prétendre au remboursement. Parce que justement, on a fait l'expérience aussi à la phase pilote et il est de notoriété au Bénin que lorsque c'est des choses qu'on appelle communément cadeaux, ou fata, quand c'est comme ça, le Béninois n'en prend pas soin. Donc, il faut un investissement de base au début et puis après, l'État s'assure que vous utilisez effectivement la machine et on vous rembourse. Donc, c'est prévu. C'est prévu, quand vous lisez la loi, c'est prévu sur 3 ans. 25% la première année, 25% la deuxième année, 50% la troisième année et c'est terminé. Mais pour les
petites entreprises, celles qui sont à la TPS, on réfléchit pour voir dans quelle mesure on pourra les rembourser immédiatement dès la fin de la première année. Monsieur Yanoussi, je me mets à la place d'un chef d'entreprise. Nous sommes en plein exercice. Vous sortez votre réforme. Je n'avais pas prévu acheter une machine qui coûte 1 million. Vous me demandez de l'acheter quand même, puisque si c'est fatal, je ne vais pas en prendre soin. Je prends juste les mots comme ça. Et puis après, j'ai 3 ans pour donc que vous puissiez subventionner. Où est-ce que je vais trouver le million dans mon budget pour pouvoir acheter? Non, ce n'est pas exactement ça, parce que la loi a été votée depuis 2018 et nous avons commencé une phase pilote. Nous avons généralisé vers la fin de l'année 2019, dont les entreprises sont parfaitement au courant de cette réforme. En dehors de tout ceci, il est bien clair que dans les budgets des entreprises, elles ont l'habitude de prévoir des rubriques pour faire face à des opérations imprévues. Mieux, les distributeurs qui sont sur le terrain sont suffisamment sensibilisés par la direction générale au fin d'accorder des facilités de paiement aux entreprises. Donc, on a pris toutes les dispositions. Vous me permettez? Oui, allez-y. Monsieur le Président, vous qui nous représentez ici, vous avez dit tantôt que c'est en temps normal bienvenu pour nous consommateurs. Mais le mal est que sur la toile, les citoyens ne comprennent pas, les internautes ne comprennent pas la chose de cette manière. Comment faites-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites pour accompagner cette initiative que vous trouvez louable? Pour faire comprendre la chose aux concitoyens. Justement, oui, c'est vrai, c'est ce que nous faisons d'ailleurs ce matin. Ça, c'est notre initiative. Mais vous êtes consommateurs, comme nous. On devrait alors vous facturer votre à défaut de cotiser dans votre association, vous nous permettez quand même de sensibiliser les autres. Mais on n'est pas des adhérents de votre association. Hein, mais vous bénéficiez quand même de nos prestations. Donc, je crois que... Donc, je pense que je suis d'accord qu'on doit beaucoup sensibiliser les consommateurs. Et là, je pourrais dire qu'au niveau de l'État, à travers la Direction générale des impôts, ils ont eu suffisamment de ressources pour communiquer autour de leur réforme. Mais on n'a pas suffisamment préparé le consommateur pour qu'il accompagne. Parce que celui qui va réclamer et exiger, parce que j'ai cru noter dans un courrier, on demande au consommateur d'exiger les factures. Mais dites-lui pourquoi il doit en faire une exigence. Il n'a pas toujours les informations. À ce niveau, il y a un déficit. Ça, nous sommes d'accord. Mais vous savez que nous, au niveau des organisations de consommateurs, nous sommes limités. Nous allons exiger de l'État qui veut que nous l'aidions à collecter les taxes que nous cotisons, de nous aider à sensibiliser. Ça, c'est une exigence. Donc, c'est une exigence, mais je n'en fais pas une exigence, mais je n'en fais une doléance. Parce que ne pas sensibiliser le consommateur à accompagner, le risque, il est 2 fois grand. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand vous vous observez, le débat se fait autour de l'inflation qu'on a observée sur le marché. Mais imaginez quelqu'un qui a déjà, au niveau du système douanier, contourné le dispositif pour ne pas dédouaner à frais réels, qui faisait du dumping sur le territoire et qui a pu enrouler beaucoup de consommateurs. Et à qui aujourd'hui, non seulement il y a une réforme au niveau douanier qui l'oblige à payer régulièrement les frais de douane, et en plus de ça, collecter la TVA et reverser. Lui, son discours, c'est de dire non, l'État a créé beaucoup de taxes, on a augmenté les frais de douane, un certain nombre de choses. Cette information a circulé. Et ça amène le consommateur à se soulever et à penser que cette réforme a créé une inflation sur le marché. Qui avait l'obligation de rétablir cette vérité? C'est encore l'État, puisque c'est lui qui a engagé la réforme. C'est en cela que je dis, je suis d'accord avec vous. Mais nous avons à sensibiliser nos consommateurs. En tout cas, le combat que nous faisons, nous ne pouvons pas accepter que les gens collectent les taxes. Les taxes dont on a besoin pour créer des écoles dans nos villages, amener l'eau potable dans nos villages. Et ça s'asseye sur ces taxes. Pendant que nous les payons, nous ne pouvons que demander à l'État de nous aider à aller arracher ce qu'on nous a volé. C'est ça qui explique notre position. Maintenant, à terme, le but visé par l'État, c'est d'élargir l'assiette fiscale. Maintenant, en tant que consommateur, par rapport à certains produits de grande consommation, si l'État arrive désormais à faire payer le grand nombre, nous allons maintenant lui demander
de revoir effectivement cette taxe à la baisse pour que les produits nous soient accessibles. Ce combat, nous sommes prêts à le faire. On revient tout à l'heure sur le plateau. Voilà, on va revenir à cette question justement de diminution des taxes. Mais avant, comme nous, des Béninois se sont prononcés sur la question. Mesdames, Messieurs, je vous prie de les suivre. Ça fait partie de l'assainissement du milieu économique béninois. Parce que dans un passé récent, toutes les TVA ne sont pas retournées à l'État. Et avec les factures normalisées, le client est sûr que sa TVA est retournée dans les caisses de l'État, puisque c'est le client qui paye la TVA. Et c'est les taxes, ce sont ces taxes plutôt qui permettent à l'État de faire face à certains engagements et à ses devoirs vis-à-vis de la population. Qui permet de retracer la TVA et de renflouer les caisses de l'État pour que l'État puisse faire les routes, construire les hôpitaux et les infrastructures de développement. Et n'oubliez pas non plus que nous sommes dans le concert des États, des nations, de façon à ce qu'aujourd'hui, pour participer et être crédible au niveau des institutions de Bretton Woods, des institutions financières internationales, il est de bon ton que chaque État ait des outils fiables qui puissent leur permettre de dire véritablement ce qu'est leur contribution, ce qu'est leur capacité, afin de pouvoir miser dans sur les tables de négociation. Le contexte dans lequel nous sommes, où les entreprises ont une difficulté d'avoir accès au marché public, de participer aux différentes charges de l'État ou à la contribution aux charges de l'État, nous sommes dans un contexte qui ne permet pas de mettre en place cet outil-là. D'abord, les banques ne sont pas prêtes à accompagner les entreprises. Les banques ne sont pas prêtes à accompagner les micro-entrepreneurs. Elles ne sont pas prêtes à mettre à la disposition des petites et moyennes entreprises du crédit pour les accompagner. Quelqu'un qui met en place une petite structure où le capital est peut-être 100 000, comment pourra-t-il trouver de l'argent pour acheter cet outil de la facture normalisée? C'est tuer son entreprise. Moi, je connais des personnes qui, à cause de la facture normalisée, ne sont pas en mesure d'aller déposer leurs produits dans les supermarchés. J'ai quelqu'un qui produit assez de fruits, mais qu'on lui demande d'avoir forcément l'outil de facture normalisée avant de pouvoir disposer ses fruits. Alors qu'on nous parle aujourd'hui de la mise en place d'une cellule pour accompagner les micro-entrepreneurs, mais qui ne se fait pas. Est-ce que cet outil-là est véritablement indispensable actuellement? Quand on essaye de classer le Bénin depuis un bon moment, je veux dire, et c'est d'ailleurs utile, valable pour les pays africains pour la plupart, il y a des capitaux, il y a des richesses qu'on n'arrive pas à estimer parce que tous ne sont pas soumis véritablement aux impositions. Et donc quand on veut parler de taux de chômage, de taux de pauvreté, de taux de ceci, on n'arrive pas à capitaliser toutes les couches de la société. Justement parce que ces couches de la société n'ont pas accès à l'outil véritable qui permet de capitaliser leurs biens et d'estimer leur niveau de vie. Mais vous imaginez quand on doit aller à cet outil qui révolutionne le milieu de la fiscalité et que la bourse de ceux-là, de cette couche-là, que je ne vais pas nommer pour faire de discrimination, n'a pas accès à l'outil. Et ça met un peu à mal le résultat. Lorsque nous parlons, par exemple, pour les réseaux GSM, au début, le montant était, pour avoir une SIM, le montant était vraiment exorbitant. Mais avec le temps, on a compris qu'il va falloir diminuer ce coût, le prix d'achat. Même moi, je propose même que l'État mette ces machines à disposition des entrepreneurs à un prix forfaitaire. Ça aurait pu arriver à un moment où le taux de croissance des Béninois est à 2-3%. Qu'on mette en place le système de la facture normalisée, ça allait bien arriver. Aujourd'hui, si on fait le point avec l'INSAE, je ne crois pas qu'on aura 1 million de micro-entrepreneurs. Et les micro-entrepreneurs, ils ont moins de 100 000 dans leur caisse. Quelque chose qui soit mis en place par la Chambre d'industrie et du commerce
ou directement on aille acheter les lots de factures. On achète les lots de factures déjà pré-imprimés et l'entreprise va compléter le reste. Mais avec des machines qui coûtent 215 000 francs, le Béninois ne peut pas. Et oui, voilà, langage de vérité, langage tout simplement de liberté. Les citoyens béninois, du moins ceux rencontrés, se sont prononcés à Cotonou, justement. Oui, il faut le dire, hein, c'est juste à Cotonou, pas à l'intérieur du pays. Alors, Monsieur Yanoussi, je vous ai vu prendre des notes. Votre réaction? Merci beaucoup. Je salue les concitoyens qui se sont prononcés parce que là aussi, ce n'est pas facile d'accepter souvent de se prononcer sur des sujets aussi sensibles que la fiscalité. Donc, ils ont fait preuve de courage et je les remercie. Ils ont parlé du coût prohibitif des machines. J'avais expliqué tantôt que l'État a mis en place un accompagnement. Mais lorsque, au-delà de ça, vous faites un benchmarking dans la sous-région, nous, on l'a fait et c'est après cela que les prix ont été validés. L'administration publique n'a pas vocation à vendre des machines ni à s'interférer dans la fixation des prix des machines. Mais nous-mêmes, nous avons fait notre benchmarking, nous avons regardé les coûts d'acquisition de ces machines, la douane, puisque il n'y a pas une exonération sur ces machines au niveau des importateurs. Donc la douane et bien entendu les frais accessoires, on a trouvé que c'est raisonnable les prix qui sont pratiqués sur le terrain, les prix comprennent en réalité le coût de la machine, l'assistance technique pendant l'utilisation et une première formation. Lorsque vous achetez la machine, vous bénéficiez d'une formation immédiatement. En dehors de ça, les distributeurs mettent en place, pour ceux qui le souhaitent, un logiciel de facturation basique pour leur permettre de gérer leurs opérations. C'est tout ça compris. Je crois, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'au niveau des distributeurs également, il y a un défaut, il y a une insuffisance de communication pour dire publiquement à combien c'est vendu, quel est le contenu du prix de vente, quels sont les services après-vente qui accompagnent donc la vente de ces machines. Donc ça manque et j'ai bien pris note par rapport à ça pour que nous puissions encore améliorer. Par exemple, les facilités de paiement dont j'ai parlé tout à l'heure, beaucoup ne savent pas et on le leur a reproché, on leur a dit de communiquer là-dessus. Nous, on ne va pas communiquer à leur place parce que notre rôle n'est pas cela. Cependant, pour les très petites entreprises qui ont des difficultés, en dehors donc des machines physiques, nous l'avons dit, on mettra en place très rapidement la version dématérialisée. Il y en a de deux types. Il y a une version qui permettra aux consultants individuels, tel un professeur d'université, mais qui a été sollicité par peut-être l'Agence béninoise pour l'environnement pour réfléchir sur un sujet et il doit déposer une facture. Sa facture doit être normalisée. Un avocat qui fait une prestation, par exemple? Non, un avocat est déjà bien organisé parce qu'il appartient à un ordre. Justement, là, ceci appelle une question. Que répondez-vous à ceux qui pensent que en incluant tous ces acteurs, en voulant forcément tasser tout ce monde-là, vous asphyxiez le citoyen? Non, déjà, je crois que c'est l'article 98 de la Constitution qui le dit. Tous les citoyens ont le devoir de contribuer aux charges sociales. Vous qui êtes là, déjà dans la journée d'aujourd'hui, parce que vous avez téléphoné, vous avez déjà payé la TVA. Donc vous contribuez, vous payez vos impôts. Vous et moi, nous payons tout le temps. Mais pour la justice fiscale, il faut que tout le monde puisse payer. Avocats, notaires, fonctionnaires, hommes d'affaires, tout le monde doit pouvoir payer. Et c'est ce que nous devons faire. Mais nous tous, nous apprécions quand nous sortons du pays, nous apprécions ce qui se fait. Nous disons que même lorsque vous allez dans un marché, on vous délivre un ticket de caisse. Mais c'est ce que nous souhaitons pour notre pays. Mais pour cela que n'est pas fait en une année. Puisse... Mais c'est justement ce que nous sommes en train de faire. C'est pour ça que nous disons que nous faisons une mise en œuvre progressive de la réforme. On ne peut pas faire tout au même moment. D'accord.
Alors, voilà, il faut qu'on comprenne. Aujourd'hui, nous apprécions les infrastructures que nous voyons à Cotonou, mais la contrepartie, mais c'est ça, il faut que tout le monde, il ne faut pas qu'une minorité seulement. Monsieur le directeur général, on ne va pas ouvrir ce débat, on va surtout pas le faire. On va écouter l'avis du président de consommateurs sur la VOSPOP. Voilà. Non, je comprends, je comprends la préoccupation des uns et des autres. Je crois le dernier intervenant, j'ai compris qu'il y a des aspects peut-être qu'il n'a vraiment pas perçus. Et c'est cette clarification-là qui vient d'être faite. Et moi, je comprends le choc qui a été reçu. Je reviens souvent à l'État parce que c'est lui-même qui nous a laissé dormir dans cette situation. Nous avons pris le pli. On est déjà bien sec, on veut nous redresser un jour. Donc, il ne faut pas que les entreprises pensent que c'est elles seules qui souffrent. Même nous, consommateurs, nous souffrons. Même là où le coin dans lequel j'allais acheter à bon prix et on doit me ramener au juste prix, ne pensez pas que c'est de gaieté de cœur que je le fais. Maintenant, là où la réforme nous accompagne... Je ne vous arrête pas, il y a une raison pour laquelle il y a un intervenant qui a dit, vu la situation économique actuelle, l'idéal serait d'attendre que nous arrivions à un non, malheureusement, la situation de facture n'a rien à voir avec la situation économique. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Je dis, nous sommes sur un marché... nous sommes sur un marché. Si le produit final... Le produit, comprenez bien ce que je dis. Non, nous sommes sur le marché et le même prix, le même article est acheté à deux prix différents. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut faire comprendre au consommateur. Ce que lui dit, que c'est cher aujourd'hui, ce n'est pas cher parce que c'était déjà à ce prix-là et des gens l'achetaient. Ailleurs, sur le même marché. Et ceux-là vous diront qu'ils ont la bourse qu'il faut pas. Non, c'est pas qu'ils diront. Je dis, il y a des citoyens à qui on faisait payer cette taxe-là en temps ordinaire. Il y a d'autres qui ne payaient pas. C'est pourquoi il dit qu'il y a manqué d'explication. L'ajustement qui a été fait au niveau de ces marchés-là, ce n'est pas une augmentation qui est venue du circuit commercial, mais c'est au niveau de ces tricheurs-là. Mais moi, je dis, là où le système, nous l'accompagnons, on a de la peine à défendre les consommateurs. Vous voyez même de grandes personnes qui sortent d'une surface, le ticket de caisse qu'on leur donne avant de sortir, ils jettent. Les mêmes viennent vous voir pour M. Bagdi, j'ai acheté un article qui a des défauts, je suis allé les voir, ils ne veulent pas m'écouter. Où se trouve votre reçu? Ils sont capables de... Allez, on va... C'est une question d'habitude. Oui, tout simplement, les gens ne conservent pas le ticket. La culture de réclamation, de reçu, nous devons la développer. Oui. D'accord. Nous allons, dans cette émission, rentrer en contact avec notre économiste du jour, Monsieur Maître Assistant Ignace Amidjogbe. Monsieur, bonjour. Comment allez-vous? Ça va, nous rendons grâce au Tout-Puissant également. Alors, dites-nous, de votre position d'économiste gestionnaire, si on vous demandait à qui profite cette réforme de facture normalisée, que répondriez-vous? Oui, la facture normalisée profite non seulement aux entreprises, mais cela profite également à l'État. Aux entreprises et à l'État. Dans quelle mesure? Oui, pour faire rapport à l'État, ça permettra à l'État les ressources, c'est-à-dire ceux qui falsifient les factures qui vont excluser les entreprises primaires, pour la plupart ont des états financiers. Il y a un état financier correct et un état financier falsifié. Donc, de manière que les achats de cela ne sont pas vraiment quand même indiqués sur les factures. Monsieur Amidjogbe, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort pour que nous puissions vous écouter réellement, s'il vous plaît? Oui, j'ai dit, pour la plupart des entreprises béninoises, il y a les factures correctes, il y a les factures falsifiées. Donc, vous me souvenez, de manière qu'on ne sait pas exactement celui qui dit la vérité, donc il s'agit de faire quand même de tasser des entreprises en termes de paiement d'impôts et des taxes. Vous comprenez? Oui. Donc, en quelque sorte, ça permettra de mettre de l'ordre dans le système entrepreneurial de notre pays. D'accord. Donc, c'est ça l'intérêt pour l'État. Et l'État, ça permet aussi à l'État de maîtriser les problèmes parce que
entreprise normalisée, c'est-à-dire que les choses doivent se faire normalement. Mais lorsqu'il y a une entreprise informelle dans le système d'État, c'est-à-dire pas dans l'établissement public, par exemple, on doit les tracer au niveau de la facture normalisée. D'accord, ils sont issus, ils sont régis de commerce. Donc ça impose directement à l'entreprise informelle de faire les formalités pour devenir une formelle. Et cela quand même doit permettre à l'État d'avoir davantage de ressources pour quand même faire face aux dépenses publiques. Mais pour le consommateur, quel en est l'intérêt, le consommateur final qui achète les produits? Bon, l'intérêt pour le consommateur final, le consommateur, lui, bon, il a plus d'intérêt parce que lorsque la ressource de l'entreprise s'accroît, il y a donc ça le développement d'amener à son paroxysme. C'est-à-dire le développement en termes de quoi, d'impôts, oui. en termes de développement en termes de l'eau, en termes d'école, en termes de formation, en termes de tout ce que vous pouvez avoir qui permet de développer un pays. Maintenant, l'intérêt pour lui, il est quand même obligé de chercher des produits de bonne qualité. Parce qu'il n'y a pas de moment où le système est formalisé, on ne peut plus avoir de tricherie. Donc, ce qui est vrai, ce qui est un bon produit chez une entreprise correcte. Il y a une sorte de traçabilité. Donc, le marché va s'équilibrer. On risque d'avoir des choses de bonne qualité parce que les gens sont soumis au même régime de facture. Il y aura plus de fraude apparemment. Non, il n'y aura pas de fraude, mais il y a fraude en griffe parce que les entreprises savent contrôler l'État, mais il y aura moins de complicité entre les agents de l'État et les entreprises. Parce que vous comprenez ce que je dis, non? Bien sûr. Éviter le redressement, ça va permettre à nos entreprises de durer longtemps. Parce qu'en réalité, lorsqu'une entreprise est riche et que plus tard on la rattrape, on risque de faire le redressement sur le cas, ça va coûter 5 milliards et 200 millions, et finalement l'entreprise fait se disparaître. Donc ça permet à l'entreprise de se mettre normalement dans de bonnes conditions pour pérenniser l'entreprise, à quelque sorte. D'accord. D'accord. Ben, tout ce que vous dites là est très intéressant et en temps normal, le concitoyen qui comprend ça de cette manière doit applaudir cette initiative, cette réforme. Mais selon vous, est-ce que c'est le moment d'initier une telle chose? Vous savez, le moment, comme on le dit souvent, quand on regarde ce qui se passe de façon actuelle, comme on le dit, le président aussi a l'habitude de dire que la situation, ils sont tous complices de la situation actuelle de notre pays. Pour caricaturer, c'est comme si le Béninois, quand il fait le retour en haut, l'échelle qui a permis d'aller en haut, il allait pouvoir pêcher. Les autres de monter. C'est quelque chose comme ça, c'est que tout ce qui leur a permis d'aller en haut hier, ils sont en train d'enlever pour rendre la vie difficile à la jeunesse. Parce qu'aucune entreprise qui commence au départ ne peut pas quand même, qui n'a pas profité pour sortir de l'État. Donc, les jeunes étudiants que nous formons, qui vont sortir de l'université. Lorsque vous faites quand même un petit contrat avec quelque chose qui doit faire la partie normalisée, je ne sais pas à quel moment il va y avoir ce développement, même les bonnes dames là. Les bonnes dames qui sont au bord de voie là, elles évoluent sur le passé quand il y a les tâches de la mairie qui arrivent. Vous constatez que le premier jour, elles ferment d'abord la boutique. Puis elle revient après. L'impôt qui coûte 10 000, on va la mettre à 30 000 francs, et les 7 000 francs, on relance l'entreprise. Donc il n'y a aucune entreprise au monde qui n'a pas de complicité avec l'État d'une façon ou d'une autre. Mais si on ferme la base parce qu'on a pris pas là, on ne peut pas quand même être là. On ne peut pas être quand même faire les choses comme ça si on ne maîtrise pas bien le système. Donc c'est un système que si les ceux qui gèrent, c'est l'homme d'affaires. Donc ils maîtrisent tout, donc ils vont fermer toutes les vannes. Je sais que quand même que plus tard, on risque de ne pas avoir véritablement d'entreprise parce que là, on parle des ressources nécessaires pour quand même lancer des entreprises. Monsieur, oui. D'accord. Merci, Monsieur Ignace Ami Diogbe. Je rappelle que vous êtes maître de conférences, maître assistant, voilà, aux universités de Cames. Bonne journée à vous et merci d'avoir répondu à nos questions. Oui, merci à vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Alors, Monsieur Yenoussi, vous avez suivi notre spécialiste de l'autre côté. Vous ne trouvez pas que là, il y a un problème de stratégie de communication autour de cette réforme? Oui.
Je ne pense pas que votre invité ait remis en cause la réforme et c'est le plus important. Au contraire, il a dit de très bonnes choses qui nous encouragent à mieux faire. Je l'ai dit tout à l'heure, sur le plan de la communication, il reste beaucoup à faire et c'est justement pour ça que nous avons institué, par exemple, pour la toute première fois dans la sous-région, une tombola, une première fois où c'est l'administration fiscale. Vous avez dit tantôt que les citoyens, quand c'est gratuit, c'est pour la première fois que l'administration fiscale décide de distribuer des sous à ses concitoyens. Donc, la tombola permet d'encourager aussi la réclamation des factures et en même temps de donner des lots aux citoyens, à ceux qui insistent pour obtenir leurs factures. D'accord. Nous tendons vers la fin de cet entretien. Monsieur Gbagidi, si vous devriez donner des conseils tant à ceux qui sont chargés de la mise en route de cette réforme et aux consommateurs, que diriez-vous? Non, je crois que je voudrais simplement demander qu'on revoie en termes de communication, de sensibilisation, que tous les acteurs soient sensibilisés. Et je note aussi dans l'intervention de M. Amidjogbe que quelque part, ce qui fait jaser, c'est qu'il a établi que les entreprises profitent beaucoup pour grandir. Et moi, l'autre point qui quand même me paraît, qui à terme va calmer les uns les autres, c'est cette histoire de redressement. Vous savez, les entreprises estiment chaque fois que ce qu'on leur oppose au niveau des impôts ne reflète pas la réalité. Mais si on se met dans ce dispositif, je crois que... il y a de la traçabilité. Parce que le directeur disait que dès que vous délivrez la facture, eux, ils sont informés là-bas. Donc, ça va éviter ce genre de situation. C'est pourquoi moi, je dis, que ce soit au niveau des patronats, au niveau de la Chambre, leur combat, après la mise en place de cette réforme, c'est de voir dans quelle mesure on va revoir les taxes, les impôts à la baisse pour permettre aux entreprises utiles. Justement, en parlant de rabaisser les impôts, Monsieur Yanoussi, on dit souvent trop d'impôts tue l'impôt. À quand la diminution des impôts? C'est pour bientôt. Bientôt, c'est dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. C'est pour très bientôt parce que vous avez vu les réformes que nous mettons en place aujourd'hui, ce sont des réformes pour stabiliser l'assiette, pour maîtriser l'assiette et l'élargir. Donc, en principe, on ne doit plus procéder à des augmentations de taux. On va exclusivement élargir l'assiette et puis là, après, on va pouvoir baisser les taux. Donc, c'est très bien. On vous laisse partir sans cette question. Certains concitoyens ne seront pas d'accord avec nous, animateurs. Pour certains qui, malheureusement, ont dès le départ acheté ces machines, or, en temps normal, il y a une information qui dit qu'ils ne sont pas concernés par cela. Comment ça s'est fait? Est-ce qu'ils ont été remboursés? Quelle est la situation? Tout le monde est concerné une fois encore. C'est juste le temps de la mise en œuvre. Donc, il vaut mieux qu'ils gardent la machine tranquillement. Il y a beaucoup qui l'utilisent déjà. Donc, ça ne doit pas poser de problème. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Yanoussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez envie de dire un dernier mot? Oui, je voudrais une fois encore exhorter tous les Béninois à se conformer à la réforme, notamment les entreprises. Il y va de leur intérêt, il va de l'intérêt de tous les Béninois pour que, à terme, nous puissions élargir l'assiette et procéder progressivement à la réduction des taux, diminuer évidemment, comme tout le monde le souhaite, la présence des agents des impôts dans les entreprises. Et oui, mesdames, messieurs, nous n'avons pas la prétention d'avoir fait tout le tour de la question. Ce qui est sûr, oui, l'État fonctionne sur les impôts que vous et nous payons, sur les impôts des citoyens. La volonté affichée donc du gouvernement de pouvoir faire participer tout le monde n'est plus à démontrer. L'essentiel est maintenant de demander une sorte de souplesse et nous venons donc d'avoir une promesse de la part donc, du directeur général des impôts, M. Yanoussi, qui a accepté donc faire le débat avec nous. Nous remercions également M. Gbagidi qui a fait le débat avec nous.